intercommunale, et comment ça se passe en concertation avec les services de l'État. Et puis la présentation du rôle des correspondants risques naturels par celle qu'on ne présente plus, Madame Veugeois. Je vous redis que la séance est enregistrée pour le bien de la cause. Ça nous permet de le rediffuser aux élus qui ne peuvent pas être là ce soir. De même que j'ai appelé pour la réunion élection qu'on a fait il n'y a pas longtemps avec la préfecture. Les gens étaient déjà en demande d'avoir le. Donc ça nous crée de la banque de données, c'est bien. C'est bien. Donc je donne tout de suite la parole à Monsieur Éric Daguet pour Enedis. Oui, bonsoir, je lève la main, excusez-moi de ne pas être présent, mais j'ai été testé positif au Covid, donc effectivement, je suis en isolement. Hein, donc, je connais un certain nombre d'entre vous tous, donc en tout cas, bonjour rapidement, je me présente, donc Éric Daguet, hein, donc je représente Enedis et les 180 salariés qui œuvrent sur le territoire de la Marienne. Donc, je suis en fonction déjà depuis 2 ans et demi. Je connais un certain nombre d'entre vous, mais je pense que vous connaissez surtout Isabelle Veugeois et Didier Champin, hein, qui sont présents. Je les ai vus dans la salle. Et puis Isabelle qui va faire la présentation. Donc, en préambule, je tiens à remercier surtout Monsieur le Président de l'Association des maires pour avoir accepté, comme l'année passée, et je pense que c'est une bonne chose, de refaire un point sur la gestion de crise, parce qu'il faut s'y préparer. Et c'est dans les moments où on est un peu d'accalmie qu'il faut échanger sur ce sujet, ainsi que Monsieur Lermenier, l'autorité préfectorale, le directeur du cabinet du préfet, auquel Monsieur le préfet est très attentionné sur la gestion de crise. On a eu un exercice récemment auquel des élus ont participé, et je pense que c'est important de se préparer et d'échanger régulièrement. Hein. Je pense qu'il faut qu'on prenne le temps, à minima une fois par an, d'échanger sur ce sujet. Or, comme vous le savez, la gestion de crise, c'est une mission fondamentale d'Enedis. Notre rôle est de garantir 24 heures sur 24 à tous les Mayennais une alimentation électrique de qualité, hein, grâce à un réseau solide et performant. Donc, notre objectif, c'est de rétablir, quand on a ce type d'aléa climatique, 90% des clients en 48 heures. Donc ça, c'est notre objectif. Isabelle Veugeois vous présentera tout à l'heure tout le dispositif permettant de nous inscrire dans cette démarche. Et notre objectif commun est de réalimenter au plus vite les clients. Alors moi, je tenais surtout à vous remercier, mesdames, messieurs les élus, parce que grâce à vous, depuis les années 1999, la grande tempête, si on peut dire, vous êtes aussi nos yeux sur le terrain. Et on a vraiment gagné en réactivité. Et aujourd'hui, on a plus de 400 référents dans les communes, c'est-à-dire en général, c'est le maire et son adjoint, ou le maire qui a nommé un conseiller ou un adjoint. Et c'est important pour nous parce que vous le verrez tout à l'heure, dans le dispositif de crise, on a une force d'intervention rapide. On a à peu près 2500 hommes bleus qui sont disponibles sur d'autres territoires pour intervenir quand notre département peut être impacté. Voilà, tout ça, je vais laisser la parole. Et puis surtout, je voulais souhaiter et féliciter aussi la collaboration qu'on peut avoir avec Territoire d'énergie Mayenne, parce que c'est une collaboration très importante avec tous les élus qui sont présents dans toutes les communes. Et je pense qu'on travaille bien ensemble. Et je vais laisser David Béneux, je pense qu'il va dire un petit mot aussi. Voilà. Merci Eric. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis David Béneux, je suis le maire de la commune de La Baconnière. Je suis vice-président du TEM en charge de la concession ainsi que de la SEM, de la Société Économie Mixte. Donc tout d'abord, merci au président de l'AMF et au service de l'État pour cette réunion, car comme le disait Monsieur Daguet, je pense que c'est important de pouvoir faire des réunions comme celle-ci et de ne pas attendre qu'on ait des soucis qui nous arrivent de toutes parts. Donc, je vais être succinct en préambule. Donc, le territoire d'énergie Mayenne, ça a été créé en 1947, donc c'est pas d'aujourd'hui. C'est une collectivité qui est composée de communes et puis de communautés de communes. Le territoire d'énergie Mayenne, c'est l'interlocuteur aussi privilégié des collectivités locales et des particuliers pour tout ce qui concerne les réseaux de gaz et d'électricité. En chiffres rapidement, hein, le territoire d'énergie Mayenne
gère 900 km de réseau de gaz et à peu près 15 600 km de réseau d'électricité, hein, pour le compte des collectivités mayennaises. Le territoire aussi d'énergie intervient sur les réseaux publics pour tous les travaux garantissant la qualité de l'énergie distribuée. On le fait aussi en partenariat et bien évidemment avec nos amis d'Enedis. Et comme pouvait le dire Eric, on a vraiment une très bonne coopération et relation sur le territoire. Donc les travaux réalisés avec c'est pour des travaux garantissant la qualité donc, de l'énergie. Ces travaux-là, c'est des travaux de renforcement, d'effacement de réseau, de sécurisation des ouvrages. Suite à ces diverses réalisations qui sont faites, elles sont remises en exploitation à Enedis, qui, comme vous le savez, c'est le concessionnaire qui a, pour une durée de 30 ans, l'entretien de nos réseaux. Donc voilà pour ce qu'il en est. Et je me répète un petit peu, mais à savoir que chaque commune est propriétaire de ses réseaux sur son territoire, hein, en basse tension. Donc voilà. Ensuite, tout d'abord, je voulais dire un grand merci aux équipes d'Enedis qui sont toujours présentes et réactives sur le territoire mayennais. Et Enedis, c'est la première personne, c'est le premier interlocuteur de la gestion de crise avec les correspondants risques naturels de vos communes. Donc c'est bien Enedis, l'interlocuteur, qui est principal dans la gestion de crise, forcément avec le thème, avec l'AMF, la préfecture et autres, mais c'est comme ça que ça doit se passer. Je vous remercie beaucoup de ce temps de parole et bonne réunion. Merci David. On va maintenant donner la parole à Monsieur Lermenier qui a la présentation sur la gestion de crise, rôle du maire, rôle de l'État, différents intervenants, plan communal de sauvegarde, enfin un menu copieux pour Monsieur Lermenier. Merci pour votre présence et votre présentation. Merci, merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les élus, je suis très heureux de pouvoir, pour une seconde fois, avoir l'opportunité de vous présenter cet aspect-là. Vous le savez, c'est un aspect, c'est un peu le cœur de métier des services de la préfecture, du cabinet du préfet singulièrement. Mais ce n'est pas un métier qu'on exerce seul. Et pour cela, on a besoin des élus. Et donc, c'était important de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet-là. J'ai organisé cette présentation, on va dire, en 3 grands temps. Le premier pour rappeler quand même le cadre de la gestion de crise, parce que ce cadre il est bien déterminé, contrairement à ce qu'on pourrait penser à première vue. Vous dire aussi que dans cette gestion de crise, en tant qu'élu, vous avez un outil privilégié qui est le plan communal de sauvegarde. Je vais en dire un mot un peu plus long. Et puis vous expliquer aussi, j'espère en illustrant mon propos, et peut-être aussi dans la réponse à vos questions, comment cette gestion de crise, on la partage et comment elle est conduite au niveau des services du préfet et par le préfet lui-même. Alors, pour commencer, vous rappelez qu'effectivement, ça vous le savez tous, mais c'est parfois utile de le rappeler parce que sur ce sujet-là, comme sur d'autres, le cadre qui est posé est bien celui du Code général des collectivités territoriales et en fait, à l'intérieur, l'enjeu majeur, ce sont vos pouvoirs de police. C'est au nom de vos pouvoirs de police que vous êtes en première ligne lorsqu'il y a un événement majeur dans votre collectivité, et c'est pour cela que vous avez ce rôle de directeur des opérations au moment de la gestion d'une crise. C'est donc vous qui êtes en première ligne. Vous n'êtes pas tout seul, on va le voir, et vous n'êtes pas dépourvu d'outils, on va le voir aussi. C'est seulement si les moyens de la collectivité ne sont pas suffisants pour affronter la situation de crise, ou si, évidemment, cette crise touche plusieurs collectivités, que là, le préfet va prendre la main et devenir ce directeur des opérations. Je vais essayer peut-être, Monsieur le Président, comme ça, dans une improvisation, de dresser un peu en fil rouge un exemple que j'ai bien connu et que j'ai utilisé la dernière fois, mais je voudrais l'approfondir pour illustrer à chaque fois mon propos avec un accident de bus à changer que vous avez sans doute vu dans la presse. La première personne qui a été informée de cet accident de bus à Changé, c'est le maire de Changé. Et c'est le maire de Changé qui a évidemment informé les services de l'État. Donc dans le cas d'espèce, c'est bien le maire de Changé qui était directeur des opérations jusqu'à l'arrivée du représentant de l'État, c'était votre serviteur en l'occurrence, pour prendre en main la direction des opérations. Alors pour la petite histoire,
et pour peut-être évoquer avec vous la difficulté que cela signifie de gérer une crise, y compris au niveau communal, en fait, les premières personnes qui étaient informées de cet accident de bus qui impliquait des enfants, ce sont les parents des enfants. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les secours ont été prévenus beaucoup plus tard. Sur le cadre réglementaire, évidemment, on rappelle aussi qu'il y a toute une série de risques d'accidents possibles, et c'est en fonction de ces risques qu'il vous a demandé, je dirais, de pouvoir les anticiper. Monsieur Daguet l'a très bien dit tout à l'heure, une crise, la gestion de crise, c'est d'abord de la réflexion et de l'anticipation pour pouvoir l'affronter le plus sereinement possible. Et donc, effectivement, la réglementation prévoit un certain nombre de situations à prendre en compte et à évaluer dès à présent. Parmi les outils que l'on peut citer, je sais que ce n'est pas le cas de beaucoup de collectivités en Mayenne, mais néanmoins, il faut le souligner, c'est le rôle des agents des collectivités, bien sûr, et singulièrement de la police municipale, dans son rôle, à l'instar de la police nationale ou de la gendarmerie, d'assurer, sous l'autorité du maire, la sûreté, la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publique. Donc le maire est bien au centre de la gestion de la crise lorsqu'elle intervient dans sa commune. Encore une fois, il a différents acteurs autour de lui, bien sûr les forces de l'ordre, les services de secours, un certain nombre d'opérateurs. On a un, bien sûr, avec nous, et c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir, dans la présentation d'Enedis, vous parler d'un rôle plus particulier concernant les risques naturels. Et puis, évidemment, tous les acteurs qui peuvent être mobilisés pour gérer une crise. Sur la diapo que vous avez devant vous, on a essayé de synthétiser les réflexes à avoir lorsqu'on a l'information d'une crise. Bien évidemment, la première chose à faire, avant de se jeter à corps perdu dans la gestion d'une crise, c'est d'évaluer la situation le plus justement possible. C'est une des difficultés, je vais illustrer mon propos tout de suite. L'enjeu d'après, c'est effectivement de prévenir les bons interlocuteurs. C'est le rôle d'alerte. Parmi les bons interlocuteurs, il y en a d'évidents, on les a cités. Je souligne évidemment le rôle de la préfecture. C'est ensuite la mobilisation des services. Je le disais, en tant qu'élu, vous n'êtes pas seul. Bien sûr, il y a vos collègues du conseil municipal, les services, aussi modestes soient-ils, ils doivent pouvoir être mobilisés rapidement. C'est aussi l'un des enjeux du plan communal de sauvegarde dont je vais parler. Des moyens à mettre en œuvre pour pouvoir éventuellement trouver un lieu d'hébergement, ravitailler, sécuriser votre population ou les bâtiments communaux. Et puis, ensuite, en fonction de l'évolution de la situation de crise, évidemment, on mobilise le préfet qui va prendre en main, comme je le disais, la direction des opérations. Pour revenir à mon exemple de l'accident de bus à Changé, au moment de l'évaluation de la situation, pendant un laps de temps assez long, nous n'étions pas en mesure de déterminer le nombre exact d'enfants impliqués. La première information que j'ai eue, c'est qu'il y avait 50 enfants impliqués et au moins 10 blessés. Ce n'était pas l'information qu'avait le maire. Et une fois arrivé sur place, donc moins d'une demi-heure après avoir été informé, on me disait qu'il y avait 30 impliqués et 2 blessés graves. Vous voyez qu'en une demi-heure, l'information est très différente et évidemment, elle peut engendrer une réponse qui peut être différente. Vous voyez que le rôle de l'alerte, comme je le disais la dernière fois, de la fiabilité de l'information est extrêmement important en amont de la gestion de crise. Alors, je vous le disais, il y a un outil et c'est le cœur de la présentation et l'objet aussi de ma présence grâce au président Balandreau pour vous parler de ce sujet et vous parler en plus d'un sujet qui va devenir un sujet d'actualité. Le plan communal de sauvegarde, c'est l'outil qui est à votre disposition. Il est à votre disposition parce qu'il est à votre main pour, de manière simple, mais je vais y revenir, pouvoir à la fois évaluer les risques qui sont propres à votre collectivité
et les moyens que vous pouvez mobiliser pour y faire face. Alors, ça ne tombe pas du ciel, le PCS. Évidemment, on regarde les collectivités où il y a un risque certain. Vous voyez les cartes devant vous, vous avez les risques d'inondation. Vous voyez qu'il y a des zones, cela ne vous étonnera pas, très liées évidemment au passage des rivières du département et notamment de la Mayenne. Les risques de mouvement de terrain, vous voyez que nous sommes sur des zonages un peu différents. La présence également d'usines dites Céveso, c'est-à-dire des usines qui peuvent représenter, compte tenu de leur activité, un risque beaucoup plus important. Il y a d'autres situations de risque ou éléments à prendre en compte, et tout cela va vous inviter, doit vous inviter à la rédaction d'un plan communal de sauvegarde. Alors pour certaines collectivités, ce plan communal de sauvegarde, aujourd'hui, il est obligatoire. Ce sont les communes que vous avez colorées sur la carte. Et en vert, mais en fait on a retravaillé, donc ma carte elle est déjà plus bonne. En vert, c'était les communes au moment en 2018 où en vert clair, où le PCS était fait et à jour. Il y a 25 communes où le PCS est obligatoire. J'ai demandé à mes services de me préciser les catégories de ces communes. Et en fait, en retravaillant, en refaisant ce travail d'analyse qui est fastidieux, nous nous sommes rendus compte que sur les 25 communes où le PCS est obligatoire aujourd'hui, seulement 9 ont un PCS fait et à jour. À jour, ça veut dire qu'il a moins de 5 ans. Vous voyez effectivement le travail qu'il nous reste à faire. Et alors ce travail il ne s'arrête pas là, puisque je disais que c'est un sujet d'actualité. La loi Matras, qui vient d'être adoptée et promulguée, alors nous n'en connaissons pas encore les décrets d'application, mais laisse penser que dans les décrets, il va être précisé que toutes les collectivités auront l'obligation d'avoir un plan communal de sauvegarde. Dans ma présentation, il y a une quinzaine de jours, je disais l'enjeu de vous conseiller plus que jamais, quels que soient les enjeux dans votre collectivité, d'en avoir un. Et vous voyez, le législateur et le pouvoir réglementaire va probablement bientôt rendre cet outil obligatoire. C'est une bonne chose et je vais vous expliquer comment on va pouvoir vous aider pour en réaliser un simplement. D'abord, rappelez l'enjeu de ce plan communal de sauvegarde. Je le disais, c'est l'évaluation des risques de la commune. Ce sont les moyens humains, matériels. Tout cela a pour but d'anticiper les choses. C'est le sujet central d'une gestion de crise. Et aussi, du coup, d'identifier les moyens qui pourraient manquer pour affronter une crise et pour que vous puissiez déclencher au bon moment une réponse plus globale, c'est-à-dire la réponse au moment où le préfet va prendre la main. Alors, sur les risques, des documents existent. Sur les moyens humains et matériels disponibles dans la commune, c'est quelque chose, en réalité, assez évident à faire, qui prend du temps, il faut le faire correctement, mais vous allez voir, on ne demande pas quelque chose de trop compliqué. Les moyens humains sont des moyens, évidemment, à disposition, comme je le disais, c'est les membres du conseil municipal, ce sont les agents de la collectivité, ce sont les entreprises présentes sur le territoire, ce sont les exploitations agricoles qui vont aussi avoir des moyens matériels qui peuvent être utiles. Je pense notamment à des tracteurs, à des engins spécifiques. Je prends encore un exemple très anodin, mais je l'espère illustrant pour vous. Un arbre tombe et barre la route d'une commune. Ça a bien dû arriver quelquefois. Vous avez deux solutions. Soit vous êtes en capacité de gérer la crise tout de suite, c'est-à-dire vous avez un arbre qui barre la route, vous avez un bouchon qui se forme, vous bloquez potentiellement une voie qui est empruntée par des pompiers ou par des engins de secours. Il faut donc agir rapidement. Soit vous avez un PCS à jour que vous sortez, vous savez où est la tronçonneuse et qui peut s'en servir. Et en moins d'une heure, vous avez géré votre crise. Soit vous n'avez pas fait votre PCS, vous êtes encore en train de chercher les clés du placard où est remisée la tronçonneuse, vous ne savez pas encore quel agent dans votre collectivité est habilité à utiliser cet engin, et là, vous ne gérez pas la crise, et très vite, on va devoir appeler le préfet pour qu'on mette des moyens à disposition, mais là, ça prend beaucoup plus de temps. Cet exemple, il est anodin, mais j'espère pour vous, illustrant sur l'enjeu de ce PCS. Il va vous faire et nous faire gagner du temps.
le document n'a pas besoin, ça c'est un message que je veux vous faire passer, d'être exagérément exhaustif. C'est-à-dire que ce n'est pas un document, pour vous rassurer, qui fait 90 pages. Ce n'est pas le plan Orsec à l'échelle communale. Le plan Orsec, c'est un pavé, parce qu'il a plein d'entrées différentes, mais ça, c'est l'outil du préfet. Le plan communal de sauvegarde n'a pas du tout cette philosophie-là. C'est un recensement qui doit être précis, à jour, constamment à jour, mais c'est d'abord un recensement pour vous faciliter et vous simplifier la vie. Donc ce recensement, il est à votre main, c'est vous qui pouvez le faire. La dernière fois, je mettais aussi en garde vos collègues qui suivaient le premier temps que nous avions ensemble. Ne vous laissez pas tenter, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, ne vous laissez pas tenter par les cabinets privés qui vous proposent de réaliser ce service pour la modique somme de 3 à 5 000 euros. Ça peut être tentant parce qu'évidemment, on n'a pas toujours le temps, on n'a pas les moyens d'y consacrer du temps. C'est la énième commande des services de l'État. Donc, finalement, pour 3 000 euros, ça reste faisable pour le budget communal et donc on va le faire. C'est la pire des choses à faire. Parce que ce n'est pas vous qui aurez rédigé ce plan et donc vous ne saurez pas comment l'utiliser le moment venu. Il faut pouvoir le connaître intimement, j'ai envie de dire, pour pouvoir l'utiliser quand vous allez être confronté à une situation de gestion de crise. Derrière, c'est aussi un annuaire, c'est peut-être l'aspect le plus important de ce PSCS, c'est les coordonnées des acteurs que vous allez pouvoir mobiliser. Et sur ce point-là, évidemment, l'enjeu de la mise à jour est assez crucial. Alors, la dernière fois, Monsieur le Président, certains élus demandaient un modèle. Et j'ai un peu, je dois l'avouer, botté en touche. Du coup, ça m'a invité à réfléchir à ce que nous pourrions vous proposer de simple pour aider à, je dirais, rentrer dans la matière. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, et donc je vous le redis là, un de mes collaborateurs est à la disposition des collectivités. Vous avez reçu d'ailleurs, la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, un message de mes services donnant le contact d'un de mes collaborateurs qui est à votre disposition pour répondre à vos questions pour la création de ce plan communal de sauvegarde. Et incessamment sous peu, nous allons vous envoyer un modèle, un cadre, voilà, une trame, pour faire simple, qui va vous permettre de commencer ce travail, de débuter ce travail de recensement pour constituer votre plan communal de sauvegarde. Si je continue par rapport à mon exemple, évidemment, sur l'accident de bus à changer, un plan communal de sauvegarde, il ne va pas prévoir spécifiquement l'accident de bus à changer. Mais le plan communal de sauvegarde de Changé aurait pu prévoir, par exemple, recenser la liste des salles municipales, donc dans la collectivité, qui peuvent être ouvertes pour, eh bien, je dirais, mettre à l'abri les personnes impliquées. Pour les personnes qui connaissent un peu la ville de Changé, l'accident de bus a eu lieu dans un quartier pavillonnaire. Heureusement, d'une certaine manière, il y avait une salle municipale à proximité que le maire de Changé a pu faire ouvrir immédiatement et où nous avons pu, à l'écart du lieu de l'accident, pouvoir installer tranquillement les enfants qui étaient impliqués, accueillir leurs parents qui évidemment arrivaient très inquiets et pouvoir du coup enclencher l'aide et l'accompagnement aux victimes de ce type de situation dans les meilleures conditions possibles. Et donc le PCS a cet avantage, c'est-à-dire que si jamais, à votre échelle ou à la demande du préfet, nous vous demandons l'ouverture rapide, quasi immédiate d'une salle, plutôt que de devoir la chercher, vous savez que le PCS vous dit laquelle est disponible, laquelle pourrait être indisponible, où sont les clés, qui peut ouvrir, comment on peut ravitailler rapidement en eau, en gâteau sec, etc. etc. C'est aussi basique que cela, mais il faut pouvoir le faire. Alors, à l'échelle des services de l'État, je l'évoquais tout à l'heure, nous avons aussi d'autres outils, bien sûr. L'outil principal, c'est le plan Orsec, qui est bien connu, c'est un acronyme que l'on entend parfois.
mais qui va avoir évidemment plusieurs entrées en fonction du type d'aléas auxquels nous allons être confrontés, météorologiques par exemple, si nous avions eu, nous n'en avons pas eu, et c'est heureux, cet hiver d'importantes chutes de neige qui auraient bloqué les rues et les routes de la Mayenne, il y a évidemment une partie du plan Orsec qui prévoit l'organisation, la mobilisation des équipes pour faire face à ce type de crise. L'incendie d'une entreprise, je l'évoquais, évidemment des crises sanitaires du type canicule, épizootie. Le sujet est un sujet extrêmement puissant en ce moment en Vendée, vous le savez, et évidemment, il nous oblige en permanence à être certains que notre plan sur ce sujet-là est à jour. Nous aussi, nous avons cet enjeu de la mise à jour de nos plans en permanence. Dans ce plan, évidemment, le rôle des élus est également précisé, et donc il y a une fiche, tout simplement, qui précise ce que l'on attend des élus, ce qu'on en attend du maire, et donc lorsqu'une crise existe, le préfet, ses services, à sa demande, vont vous appeler, vont vous contacter très rapidement, et vous demander un certain nombre de choses à faire. C'est pour cela aussi que, face à ces demandes, le plan communal de sauvegarde est l'outil adéquat. Donc là, je me place dans la situation, effectivement, où ce n'est plus le maire qui va être en charge, parce que dans le cas que vous avez devant vous, qui est une petite illustration, finalement, les moyens à déployer dépassent ceux qu'une collectivité pourrait engager à elle seule, et donc c'est le préfet qui prend la direction des opérations. Le préfet ne prend pas forcément la direction des opérations en étant sur place. Il peut évidemment être à la préfecture, dans un espace que je vais vous présenter tout de suite après, pour également faire comprendre un petit peu concrètement comment on gère une crise à la préfecture. Et donc le préfet il va prendre la direction des opérations sur place ou à la préfecture. Son premier contact, c'est évidemment le maire, les élus, qui vont pouvoir, à l'aide du plan communal de sauvegarde, lui donner déjà un premier niveau d'information. Et puis il y a toute une série d'acteurs très différents les uns des autres, et auxquels il faut penser également quand on est en prise avec une crise. Bien sûr, il y a tous les services de secours, les forces de l'ordre. Je n'y reviens pas, sauf à répondre à quelques questions si vous souhaitez. Je voudrais attirer votre attention sur un acteur qu'on oublie trop souvent dans la gestion d'une crise, que sont les médias. Et l'enjeu de la communication lorsqu'on est en situation de crise. Une situation de crise, c'est le chaos. Un chaos qu'on essaye d'organiser. Mais la seule chose qui doit absolument tenir dans le chaos, c'est la communication. La pire des choses serait de ne pas maîtriser la communication, ou que cette communication, finalement, vienne desservir, vienne, je dirais, percuter l'organisation ou toutes les tentatives pour régler la situation de crise. Je reprends mon exemple de l'accident de bus à Changé. Très vite, les élus et les services de l'État ont été contactés par la presse locale d'abord, et puis très vite par des médias nationaux. Médias nationaux qui nous indiquaient être soit en route, soit déjà sur place. TF1, BFM TV, pour ne pas les citer. Il faut pouvoir gérer cette situation. Vous comprenez bien que, alors que les forces de l'ordre essayent de sécuriser un périmètre, ont également commencé une enquête judiciaire. Ça, c'est aussi un élément important à avoir en tête. La gestion d'une crise, il y a aussi l'acteur justice, l'acteur procureur de la République, qui rentre souvent en ligne de compte. Qui sont donc, c'est les forces de l'ordre, dans une situation d'enquête judiciaire. Des forces de secours qui vont être évidemment à la disposition des victimes pour donner de l'information au préfet. Il faut qu'on puisse leur garantir une certaine sérénité, autant que possible, dans la conduite de leur mission. Et donc, il faut pouvoir absolument gérer les médias et gérer la communication, dans le cas d'espèce, à changer, plutôt que de laisser les élus ou laisser les services de l'État avoir une communication, je dirais, individuelle, qui aurait même pu percuter un peu les messages à faire passer, voire faire paniquer certaines personnes, car très vite sur les réseaux sociaux, moins d'une heure après l'accident, les réseaux sociaux annonçaient des morts quand l'accident de bus a changé. C'était une fausse information, mais évidemment qui fait paniquer les parents, les proches,
des enfants dont on sait qu'ils sont impliqués. Et donc, la maîtrise de la communication, c'est essentiel, a changé. Nous avons fait le choix très rapidement d'une conférence de presse à distance, à une heure fixée, ce qui fait qu'on garde les médias à distance, on les extrait du lieu de la crise, et ils ont un temps, un lieu où ils vont avoir les réponses à leurs questions. Et il n'y a que 2 personnes qui sont habilitées à s'exprimer dans une communication en situation de crise. Le préfet et, le cas échéant, la procureure de la République. Je vous appelle, comme je l'ai fait la dernière fois, mesdames et messieurs les élus, à vous garder de communiquer directement avec les médias qui vont avoir tendance à vous appeler directement à la mairie, voire même sur vos portables, parce qu'ils arrivent à avoir votre numéro de portable. Ne répondez pas à la presse, ne répondez pas aux médias. Si vous avez une pression médiatique, et ça peut arriver très vite, surtout temporisez et prévenez les services de l'État de cette information-là, parce que c'est nous qui allons pouvoir vous aider aussi pour ne pas gêner la crise et sa gestion. Alors, je vais vite sur les missions du préfet. Elles ne vous étonneront pas. Évidemment, c'est les mêmes peu ou prou que celles du maire, mais évidemment à l'échelle de plusieurs communes, voire du département tout entier. On vous a mis cette petite photo simplement pour être le prétexte à vous expliquer que tout cela se gère quand même avec d'autres outils qui sont à notre disposition. Le centre opérationnel départemental, qui est une salle à la préfecture, mais une salle, vous voyez, équipée d'une certaine manière pour permettre au préfet d'avoir en temps réel toutes les informations qui lui sont utiles. Le COD, c'est aussi le lieu, au-delà d'être une salle, c'est le lieu où le préfet, comme vous le voyez sur l'image, le préfet va réunir autour de lui tous ceux qui, à partir du plan, qui va déterminer le rôle et les actions de chacun, va réunir autour de lui tous ceux qui vont pouvoir le conseiller pour prendre la décision. Là, vous le voyez, à leurs uniformes, la gendarmerie, le SDIS, mais vous avez aussi sur la photo les agents de la ville de Laval, les agents de la DDT, bien sûr les services de monsieur le préfet, ces services directs. En l'occurrence, là, sur la photo, vous avez la réunion du COD au moment où allait s'arrêter le passage du Tour de France en Mayenne, et où l'ensemble des spectateurs allaient reprendre leur voiture et emprunter bizarrement tous au même moment les mêmes routes. C'est une crise. On évite de faire en sorte qu'elle dégénère, c'est-à-dire qu'il y ait des accidents, qu'il y ait des gens qui passent 3 heures dans les bouchons, et donc on l'anticipe et on la gère depuis cette salle. Évidemment, avec des relais sur le terrain. Pour terminer sur le COD, qui est vraiment l'instrument à la main du préfet, sous tous ses aspects, vous dire que le COD, en Mayenne, mais c'est vrai dans tous les départements, il n'est jamais coupé, il n'est jamais éteint. Il est toujours au minimum dans un mode de veille, c'est-à-dire qu'on est toujours au minimum en capacité, évidemment, en quelques minutes, de pouvoir réunir, de pouvoir l'activer et donc réunir les personnes utiles à la décision du préfet. Puis vous avez évidemment 2 autres situations de mode, un mode renforcé et un mode où on passe vraiment au pilotage de la gestion de crise en fonction de l'ampleur de la crise, de son caractère aussi inhabituel ou de l'impossibilité qu'on a pu avoir aussi à l'anticiper. Le départ du Tour de France ou même un aléa climatique, on arrive un petit peu à l'anticiper, on sait qu'il va se passer quelque chose. L'accident de bus a changé, par définition, 1 minute avant d'avoir l'appel du maire de changer sur mon téléphone portable, il ne se passait rien. Donc c'est toute cette amplitude de situation que nous pouvons, le préfet, et vous, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les maires, avoir à gérer. J'essaie de faire plus court que la dernière fois, monsieur le président, mais évidemment, s'il y a des questions sur le PCS et sur la gestion de crise au niveau communal ou plus départemental, je suis à la disposition des élus. J'ai envie de faire, s'il y a une question qui se prépare, je vois qu'il y a une main qui se lève, la même remarque que la dernière fois, parce que c'est la remarque que j'aime bien faire, c'est que le plan communal de sauvegarde
il doit pouvoir être lu par un enfant de 12 ans. Et il faut pouvoir considérer que ceux qui sont toujours dans la commune depuis 30 ans, et même ceux qui l'ont écrit, ne sont pas là le jour où la catastrophe arrive, voire même on peut imaginer que la catastrophe leur soit arrivée à eux. Donc en gros, il ne faut pas compter sur le maire ou le premier adjoint qui a toujours été là pour le faire, voire même le directeur technique qui, pour notre commune, connaît ça très bien, ou l'agent municipal de police municipale, il y en a un. Parce qu'en fait, il faut pouvoir s'imaginer que les gens qui sont en connaissance des choses ne sont pas là, et qui peuvent s'adapter à des gens qui ne connaissent pas, enfin, qui n'ont pas la connaissance fine du territoire à la base. Donc il y a un côté très, voilà, il doit pouvoir se dérouler, et un enfant de 12 ans pourrait y arriver. On prend anglais disait un enfant de 12 ans aurait pu avoir 20, M. Bardreau, et il faudrait foutu. Alors, on a une question de la part de M. Forveille. Oui, bonjour à tous. Juste une petite question, puisque nous allons recevoir un nouveau support pour le PCS. Nous avons un PCS qui a été fait pour la commune de Loigny et nous devons l'actualiser pour la commune nouvelle de La Roche-Neuville. Est-ce qu'il va être fondamentalement différent de celui que nous avions mis en place il y a 3 ans? Merci pour cette question parce qu'elle me permet effectivement de préciser le sujet pour les communes nouvelles notamment. Ce n'est pas que pour les communes nouvelles cette actualisation, mais effectivement elle se pose pour les communes. Toute ou partie des communes historiques ont pu avoir un PCS. Pour vous répondre, encore une fois, ce plan communal de sauvegarde, il est à votre main. Donc il doit avoir le format, évidemment, minimum que j'ai présenté à l'instant, mais sa mise à jour, elle doit vous convenir. Ça doit être un document utile pour vous. Il n'y a pas un modèle imposé. Bien sûr qu'il y a des items obligatoires, vous l'avez bien compris, mais il n'y a pas de modèle imposé. La trame que nous allons envoyer, elle est là pour vous aider. Si ce n'est pas la trame que vous avez retenue, ce n'est pas pour ça que la trame que vous aviez retenue initialement n'est pas la bonne. C'est simplement un outil d'aide pour commencer à le créer, ce qui n'est pas votre cas, puisque vous allez partir de quelque chose, d'un document existant. Donc, quand on a un document existant, l'enjeu, c'est effectivement sa mise à jour. On peut amender aussi certaines parties à la lecture d'autres outils, mais il doit toujours être un outil, comme le disait le président Balandreau, ça doit être un outil que vous devez connaître et que n'importe qui doit pouvoir tout de suite appréhender, même quand le maire, même quand les adjoints, même quand le secrétaire de mairie ou le directeur général des services n'est pas là. Voilà, n'importe qui doit pouvoir répondre sur cette situation. Et si je peux me permettre de dire aussi que je m'inscris en faux face à une expression que j'entends trop souvent dans certaines communes. Chez nous, il ne s'est jamais rien passé. Il ne s'est jamais rien passé jusqu'au jour où il se passe quelque chose. Voilà. Monsieur le maire de Changé, il ne se passait rien jusqu'à ce qu'il ait un accident de bus dans sa commune. Donc ne pensez pas que les communes, que parce que vous êtes une commune où il n'y a pas le passage de la Mayenne, où il n'y a pas de grands axes routiers, où il n'y a pas de gare, où il n'y a pas d'entreprise Céveso, il n'y aurait pas de risque. Il y a toujours une possibilité, l'incendie d'une maison, ça peut être un début de gestion de crise où vous allez être en première ligne. Et ça, malheureusement, aucune partie du territoire n'est épargnée. L'exemple qu'on avait donné, je crois qu'il y a l'année dernière, c'était que l'avion et les pauvres personnes qui ont été victimes du pilote suicidaire allemand s'est écrasé au pied des Alpes dans une des plus petites communes de France. Et ça, par nature, alors c'est voilà, c'est un drame affreux qui tombe sur une commune il y avait plus de personnes dans l'avion que d'habitants dans la commune. Donc c'est vous dire le rapport de puissance entre un acte du destin, on va dire, et ce qu'une commune peut porter en elle-même par nature ou par habitude. Est-ce qu'on a une deuxième question? C'est le même Jean-Paul qui a gardé sa main levée parce qu'il est toujours le point levé, on dit. Toujours le point levé. Je donne la parole donc du coup à Enedis et à Madame Isabelle Veugeois, c'est ça? Et puis après, on va avoir un échange en suivant. Alors Madame Veugeois prend la main, mais doucement. Hein, elle s'acclimate au mulot, comme disait Saint Jacques. Allez-y, Isabelle. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Donc, je suis ravie de prendre la parole ce soir pour vous présenter effectivement la gestion de crise et l'organisation au niveau Enedis.
Mais avant de démarrer, donc Éric Daguet l'a souligné aujourd'hui, on vous présente un petit peu la carte au niveau de vos interlocuteurs territoriaux sur le territoire. On a eu une réorganisation toute récente. Et donc, depuis peu, j'ai le plaisir de reprendre la Comcom du pays de Cran et la Comcom du pays de Mélégré. Donc, bonjour à tous les élus qui sont présents et connectés. Je fais un petit clin d'œil à Christian Boulet parce que j'ai vu qu'il était connecté. Et puis, donc Didier Champin plutôt sur le nord du département. Et puis, le pays de Château-Gontier sur Mayenne aura prochainement aussi un interlocuteur spécifique qui est en cours de nomination. Voilà. Mais l'idée sur cette carte, c'est vraiment de vous afficher que nous, Enedis, l'équipe Enedis, la direction territoriale, chaque collectivité et industrielle dispose d'un interlocuteur. Donc, vous avez nos coordonnées, vous savez nous joindre. Donc, on est à votre disposition. Voilà. De faire le bien. Voilà. Alors, le correspondant risque naturel, pourquoi faire Valérie, c'est toi qui as la main là-dessus ou c'est moi qui... Voilà. L'objectif, il y a vraiment 3 objectifs majeurs, mais je positionnerai vraiment le premier sur la notion de faciliter l'accès de l'information à la fois aux élus, mais aussi aux riverains. Ça, c'est vraiment un des points essentiels de pourquoi le correspondant risque naturel. C'est vraiment le facilitateur en termes de communication. Voilà. Après, ça va être faciliter la localisation d'anomalies sur le réseau. Ça également, c'est un enjeu essentiel parce que les correspondants risque naturel connaissent leur commune, connaissent leur territoire et ils sont facilitateurs dans cette localisation. Et enfin, c'est aussi de garantir un contact direct et opérationnel avec Enedis, avec l'ensemble des collectivités locales. Voilà, donc 3 enjeux majeurs du pourquoi du correspondant risque naturel. Alors, le dispositif Enedis en cas de crise, on a organisé, nous, la gestion de crise avec 4 vraiment grands items importants. Je dirais que le premier, bien évidemment, M. Larménier l'évoquait tout à l'heure, mais l'idée, c'est vraiment d'être prêt à intervenir rapidement, c'est la prémobilisation. C'est-à-dire que nous, quand on a un aléa climatique qui va être annoncé, qu'on a un bulletin météo qui va nous être communiqué, on est en prémobilisation, donc on a la possibilité de faire une communication externe, donc soit par SMS, soit via une alerte préfecture, ou des appels sortants vis-à-vis des élus qui sont identifiés correspondant au risque naturel. Donc ça, c'est très important. On communique avec vous, on se tient prêt, on se prémobilise. La deuxième chose, ça va être rapidement de se mettre une organisation en place et un diagnostic. C'est vraiment d'avoir un diagnostic précis le plus vite possible parce que plus on aura un diagnostic efficace et précis et plus vite on ira réparer et dépanner l'ensemble de nos clients. C'est là où le deuxième item est important, puisque notre objectif, c'est bien évidemment de rétablir le courant chez un maximum de clients et au plus vite. Éric Daguet le rappelait tout à l'heure, dans le cadre, nous, du plan industriel et humain, notre objectif de contrat de service public, c'est de rétablir plus de 90% des clients dans les 48 heures. Donc, un vrai enjeu pour nous. Après, on va attaquer les pannes des clients dits isolés, donc les derniers clients qui sont encore privés d'électricité. Mais on vous expliquera un petit peu la priorisation au niveau du rétablissement. Et puis, bien évidemment, la dernière chose, c'est de consolider et reconstruire. Donc, c'est évidemment de disposer d'un réseau performant et de faire les travaux qui vont bien. Voilà. Alors, là, sur cet item-là, l'idée, c'est de vous expliquer en temps normal, sur les incidents réseau, on a une panne. 2 possibilités. Soit c'est une panne, effectivement, qui concerne un problème sur le réseau électrique. Donc là, plusieurs clients vont être privés d'électricité. Et donc là, vous, en tant qu'élu, vous avez un numéro prioritaire dédié, 7 jours sur 7, 24/24, qui est indiqué en dessous. Deuxième cas de figure, c'est une panne mais individuelle, où là on a un seul client privé d'électricité. Peut-être qu'il s'agit d'un problème sur le réseau, son branchement en l'occurrence, ou peut-être s'agit-il de son installation privée. Donc là, il y a une aide tout de suite possible au diagnostic. C'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on vous envoie régulièrement
soit au travers de l'AMF, soit directement ce qu'on va appeler des mails push, c'est-à-dire qu'on vous envoie des communications toutes prêtes. Et là, Enedis à mes côtés, c'est quelque chose qui vous a déjà été adressé, mais qu'on refera de manière très régulière. C'est une application qui vous donne en temps réel l'état du réseau sur la commune. Donc là, si effectivement il s'agit d'un problème sur le réseau, branchement, un client particulier, il a le numéro du centre d'appel dépannage, mais s'il se retourne vers l'élu, vous pouvez vous aussi utiliser ce numéro prioritaire qui vous est dédié. Par contre, si effectivement là c'est vraiment au niveau de son installation privative, là c'est un électricien, enfin là c'est son domaine privé. Alors là, sur ce slide-là, on a expliqué un petit peu comment Enedis dépanne le réseau électrique et la notion de priorisation de réalimentation. Alors, le réseau électrique, on utilise, enfin, le réseau électrique de la Mayenne est piloté depuis une agence de conduite régionale qui est basée au Mans. Et en fait, on peut faire des manœuvres à distance, donc depuis le Mans, faire des manœuvres qui vont permettre à la fois de tronçonner notre réseau électrique, d'identifier les pannes où est-ce qu'elles se situent, et puis de lancer un diagnostic sur le terrain pour voir un petit peu là où se situent les pannes. Après, on va attaquer le réseau HTA, 20 000 volts. Donc, c'est les poteaux avec 3 fils. Pourquoi? Parce qu'un réseau HTA alimente en moyenne, on est à peu près à 1000 clients. Et donc, vous comprenez bien que si le réseau HTA n'est pas réparé, le réseau basse tension ne peut pas être alimenté. Donc, c'est pour ça que dans un troisième temps, on va dépanner le réseau basse tension qui correspond à peu près à 10-20 clients en moyenne. Et puis après, on fera les pannes individuelles. Voilà. Donc, voilà vraiment l'ordre de priorisation de réalimentation. Alors, en Mayenne, on a la chance, c'est un petit peu vrai partout, mais on a un réseau de référents risques naturels d'identifier, plus de 400 référents. Ce sont des élus, l'année dernière, suite aux élections municipales, on vous avait envoyé un certain nombre d'informations et de fiches pour collecter vos numéros de permanence au niveau des collectivités, vos numéros d'élus identifié correspondant au risque naturel, parce que bien évidemment, le correspondant au risque naturel, c'est quelqu'un qui va être volontaire et qui va être soit le maire, soit choisi par le maire, et il va participer, comme on le fait aujourd'hui, à des réunions d'information. L'idée, c'est régulièrement de communiquer avec vous, de vous donner un certain nombre d'informations pour, on l'a dit, je pense que s'il y a un maître mot sur la gestion de crise, c'est se préparer avant la crise. Ça, c'est typiquement le genre d'information qui est essentielle. Donc, le correspondant risque naturel, ça va être un appui, un relais d'information. C'est quelqu'un qui est connu des habitants de la commune et puis, bien évidemment, qui va connaître sa commune parfaitement. Il saura nous joindre, donc joindre la cellule de crise. Quand on envoie des SMS de prémobilisation ou même pendant la crise, le correspondant risque naturel a un numéro, il sait nous joindre et joindre la cellule de crise. Donc ça, c'est extrêmement important. Il a aussi des notions de base de sécurité et de fonctionnement du réseau, même si ce n'est en rien un technicien d'Enedis, il a quand même quelques notions de base et on va y venir tout à l'heure. Et puis, vous disposez, parce que l'année dernière, on avait déjà lancé ce type de réunion, on vous avait adressé au niveau des communes des guides correspondants au risque naturel qui peuvent alimenter les différents documents que vous pouvez avoir dans une collectivité locale. Mais l'idée, c'est que vous disposez de fiches d'aide à la collecte pour nous faire remonter des informations essentielles en cas de crise et qui vont nous être utiles. Voilà. Donc, le rôle du référent risque naturel, vous êtes nos yeux sur le terrain. Ça, c'est une expression qu'on utilise de manière très récurrente, mais vraiment, vous êtes un précieux relais d'information en cas de situation d'ampleur, d'aléas climatiques majeurs sur le réseau électrique. Donc, vous allez pouvoir nous faire remonter des situations observées. Un arbre tombé en pleine campagne où vous savez qu'il y a un hameau avec plusieurs fermes dans le secteur. Vous allez nous participer également à l'élaboration rapide des premiers diagnostics.
vous faire remonter une information si c'est un réseau avec 3 fils qui est tombé, ou un arbre est tombé sur cette ligne. Effectivement, ça pour nous, c'est extrêmement précieux. Mais on le rappelle, vous n'êtes pas un technicien réseau d'Enedis temporaire. Voilà. Alors, la notion de chaîne d'information, c'est un peu une redondance, mais voilà, ça permet visuellement de comprendre. La veille, si on a un aléa climatique qui est annoncé, on se prémobilise et le correspondant risque naturel peut être en lien direct avec l'équipe de la direction territoriale, donc la carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Et le jour J, on est sur l'alerte et la mobilisation, donc le correspondant risque naturel va interagir soit avec la direction territoriale, en direct également aussi potentiellement avec le maire et bien évidemment avec les administrés de sa commune. Je suis désolée, j'ai du mal avec ce mulot. Là, on vous avait fait un petit zoom sur les intempéries de 2021, qui avait été une année plutôt calme. Et notamment, on a fait un petit focus sur la dernière tempête du 20 et 21 octobre, la tempête Aurore, qui avait coupé au plus fort de la crise plus de 32 000 kilomètres. Donc nous, on le savait, on était prémobilisés puisqu'on avait eu un bulletin météo qui nous annonçait ce coup de vent extrêmement important avec des rafales de plus de 130 km/h et qui ont provoqué ces coupures assez importantes en Pays de Loire, 32 000 clients et 1500 clients en Mayenne. Donc sur cette prémobilisation, en amont, nous, on a pu mobiliser des ressources, des moyens humains et techniques. Donc, on a eu sur cette crise, par exemple, c'est aussi la force d'intervention rapide d'électricité, 4000 techniciens qui ont été mobilisés. Donc, cette force d'intervention rapide en électricité, c'est ce qu'on va appeler la FIR, que Éric Daguet faisait référence tout à l'heure, où on a mobilisé plus de 200 agents qui ont été en entraide aussi sur plusieurs régions de France, donc Nord-Pas-de-Calais, Poitou-Charentes, Aquitaine-Nord et Limousin. Des moyens techniques aussi, puisqu'il y a eu un hélicoptère et des drones qui ont été mobilisés pour identifier rapidement les défauts sur le réseau. Et puis des groupes électrogènes également, toujours dans une volonté de rétablir et de réalimenter au plus vite les foyers. Donc la FIR, voilà, ça c'est vraiment, je dirais, faire face aux aléas climatiques. Et cette FIR, elle remonte aussi à l'histoire. La tempête de 99 nous avait donné une leçon et nous avait obligé aussi à s'organiser, à mettre en place des moyens parce que voilà, Enedis est en capacité aujourd'hui de mobiliser à tout moment et très rapidement 2000 hommes et puis des moyens techniques assez conséquents. Puisque, je le rappelle, bien l'objectif du contrat de service public, c'est de rétablir 90% dans les 48 heures. 2000 hommes et femmes, j'imagine, Madame Lejoie. Oui. Donc là, c'était la petite carte qui vous mettait justement que nous, dans le cadre de la tempête Aurore, on avait rétabli plus de 90% des foyers en moins de 24 heures, puisqu'à 9 heures, on avait en Mayenne 1500 clients coupés en Mayenne, et qu'à midi, on n'était plus qu'à 300 clients coupés en Mayenne. Voilà. Alors là, quelques petits exemples, mais que vous retrouverez dans les guides que vous avez à votre disposition. Et si tout jamais vous souhaitez de nouveau ces guides, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc là, au travers de ces guides et de la présentation ce soir, on vous présente un réseau, les différents types de réseaux. Donc RTE, réseau de transport électricité. On vous présente également un réseau 20 000 volts, donc ce que j'expliquais tout à l'heure, qui est la priorité pour nous en termes de réalimentation. Donc ça va être un poteau avec nous avons un transfo en haut de poteau et puis 3 fils. Donc là, on est sur du réseau 20 000 volts. Là, vous allez avoir du réseau basse tension, donc là 4 fils, et puis là, on va avoir un fil torsadé qui va partir. Donc ça, si déjà le correspondant risque naturel est en capacité de nous faire remonter ce type de réseau, parce qu'il a reconnu ce type de réseau, déjà pour nous, c'est des précieuses informations. Alors ça, ce petit schéma-là, on vous l'a mis parce que voilà, c'était un petit jeu qu'on utilisait parfois en disant, voilà, quelle serait la différence entre ces deux réseaux. Eh bien, il n'y en a aucune, puisque sur la photo de droite, la ligne est sous tension, photo de gauche, la ligne est hors tension.
Mais l'idée, c'est de vous montrer que l'électricité, ça ne se voit pas et que ça ne se sent pas. Et donc, en aucun cas, on ne touche un fil à terre. On a des consignes de sécurité extrêmement importantes. Donc, effectivement, là, on vous a montré quelques photos où on a des situations voilà, dramatiques, j'ai envie de dire. Et donc là, les câbles sont encore sous tension et donc potentiellement à portée de main pour certains. Donc là, l'idée, c'est bien évidemment de sécuriser le périmètre et de ne surtout pas toucher les fils. Donc là, on l'avait aussi évoqué l'année passée, mais c'est toujours intéressant ce rappel et cette redondance d'informations. Voilà, devant cette situation, qu'est-ce que vous pourriez nous faire remonter? Alors là, on est en visio, donc c'est un peu compliqué de vous faire participer, mais l'idée, voilà, c'est au travers de la fiche d'aide à la collecte que vous avez à disposition, l'idée, c'est de nous faire remonter tout ce que vous pouvez voir, donc une ligne, 3 fils, haute tension, 3 câbles qui pendent, l'adresse exacte, l'incident se situe à tel endroit, si effectivement il y a un fossé ou quelque chose qui va nous rendre difficile d'accès pour nos engins, etc. Donc ça, c'est intéressant à faire remonter. Par contre, effectivement, ce que vous ne voyez pas, c'est le poste le plus proche ou si le poteau est endommagé. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, on rappelle qu'on garde ces distances et les câbles peuvent se sectionner à tout moment. Donc voilà, il faut vraiment se protéger. On refait une petite information sur l'application Enedis à mes côtés. Donc voilà, donc je répète, mais ça, ce sont des possibilités de communication que vous pouvez utiliser sur vos panneaux Pocket, sur vos bulletins communaux, sur des panneaux d'affichage. Voilà, ça, c'est vraiment une application qui vous permet de consulter en temps réel le réseau et qui est à disposition de monsieur et madame tout le monde sur un smartphone, sur une tablette, sur un PC. Donc, vraiment, c'est une application assez intuitive. Donc, n'hésitez pas à en faire la communication. Là, on vous a rappelé qu'effectivement aussi, vous aviez la possibilité d'avoir des informations au travers d'un portail Internet. Bon, voilà. D'ailleurs, ce portail va être prochainement refondé, mais voilà, les accès resteront les mêmes. Et l'idée, c'est que vous retrouvez aussi au travers de ce portail des informations sur le réseau électrique. Et puis enfin, donc voilà, le guide dont je faisais référence tout à l'heure, qui vous a déjà été adressé, mais on peut bien évidemment vous le réadresser sans aucune difficulté. C'était le kit qui vous avait été envoyé l'année dernière avec la chasuble, voilà, que M. Ballandreau, je me souviens, avait essayé. Elle ne nous a plus déjà. Elle ne nous a plus déjà. J'ai trop pris en ces débuts d'année, donc ça, c'est plus possible. C'est la chasuble de caractériser au lavage. Voilà. Donc j'ai peut-être été un petit peu vite, mais maintenant, je suis à votre écoute pour prendre les questions. Donc, je te laisse. Le mulot. Voilà, le mulot. Le mulot, le dératiseur passe le mulot. Tenez. Alors moi, j'avais juste un complément, c'était par rapport à la situation très... Est-ce que vous êtes capable de nous retrouver les petits... les fils à terre, là la voiture. Ouais, voilà, sur les tables. Ouais. Il y a 3 situations. Non, c'était après. Ah voilà, là. Non, juste pour dire par rapport à des situations comme ça, en général, on dit il y a le pas PRS là, protéger, alerter, secourir. Parce que là, quand on est dans des situations pareilles, la première chose, c'est on gèle le périmètre, on touche à rien et on s'assure que personne ne rentre dans le périmètre. On téléphone aux gens acquis de droit, ils disent à mes côtés, etc., etc. Et puis juste après, on secourt, quoi. Mais on ne s'amuse pas à faire les choses dans le désordre, puisque là, il y a la notion d'accident, sur accident, des choses comme ça. Donc, voilà, se dire en général, quand on est dans des situations comme ça, c'est voilà, protéger, alerter, secourir. On sort sur un plan communal de sauvegarde dans cette situation-là pour savoir quel moyen on mobilise. On l'a toujours dans sa poche gauche. Exactement. On l'a toujours dans sa poche gauche, le plan communal de sauvegarde. Non, mais c'est vrai que l'alerte, elle se fait dès que le périmètre est un tout petit peu. Enfin, voilà, on gèle le périmètre et on alerte tout de suite. Plan communal de sauvegarde, tout se lance. Nous avons, dans l'ordre, parce que le Teams prend les messages dans l'ordre, d'abord M. Christian Goulet-Maire. Oui, bonsoir. Juste pour souhaiter la bienvenue à Isabelle sur le pays de Mélégris et la remercier pour la présentation très détaillée. Et je crois qu'il est toujours bon de se rappeler nos obligations en cas de crise. Voilà, donc c'était très intéressant. Voilà, merci. Merci Christian.
T'as vu, elle n'a pas voulu de Château-Gontier qui est pas loin parce que c'est trop loin, elle a dit. Elle a dit que c'est moins bien que Belleville, elle m'a dit. Mais bien sûr, Ensuite, bien sûr. Il y a des bonnes raisons pour ça. voilà, on est bien d'accord. Monsieur Éric Daguet. Oui, en tout cas, je voulais remercier Isabelle pour cette présentation, mais rappeler que qu'Enedis, on est un acteur de la gestion de crise, mais c'est vraiment l'autorité préfectorale, bien rappelé, comme l'a dit Monsieur Lermenier, qui est au cœur du dispositif de gestion de crise. Donc, tout doit passer par effectivement l'autorité préfectorale pour remonter les problématiques diverses et variées. Bien sûr, on est un relais d'information. Vous êtes nos yeux sur le terrain. On gagne énormément en réactivité pour les réalimentations. Mais le cas du bus de Changé tout à l'heure ne concernait pas les réseaux électriques, sauf s'il avait heurté un poteau, ça peut arriver. Hein. Ça arrive. Mais effectivement, donc faire très attention. Un autre point en complément de ce qu'a dit Isabelle, on a un outil maintenant qui est déployé à plus de 90% sur le département de la Mayenne, qui nous permet d'avoir une vision très précise sur tout ce qui se passe sur la basse tension. C'est Linky. Donc, le déploiement est en finalisation sur le territoire de Didier-Champin. Et quand vous appelez, si un appel est fait auprès de nos centres d'appel dépannage, on voit tout de suite ce qui se passe chez le client, si ça vient de chez le client ou du réseau. Hein, ce qui nous permet effectivement d'intervenir plus rapidement et gagner en réactivité. Et puis le dernier point, c'est qu'on oublie les hommes et les femmes derrière toute l'organisation. Donc je tenais aussi à remercier Madame Mello et Monsieur Gézéquel pour leur action aussi, parce que ils sont à nos côtés. Je tiens vraiment à les remercier pour leur aide. Voilà. Madame Mello a bien du mérite. Hein, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pour l'enjeu du Linky, vous avez dit qu'on est 90% des bâtiments couverts, c'est ça que j'ai entendu? 90% du déploiement a été réalisé en Mayenne, plus on est à 92% actuellement. Hein, donc ça se passe très très bien, et puis ça va offrir demain des nouveaux services, notamment avec Territoire d'énergie Mayenne qui a aussi une volonté d'accompagner et développer les énergies renouvelables, l'autoconsommation et autres. Donc je pense que le territoire de la Mayenne sera certainement un territoire modèle prochainement. Ça l'est déjà, puisque 30%, quand même 30% de la production est produite localement, de la consommation est produite localement. Donc c'est quand même une démarche très importante au niveau des énergies renouvelables. On en profite pour dire que pour le pilotage des crises, mais même quand ce n'est pas la crise, pour le pilotage de tout un tas de politiques publiques, les objets connectés intelligents font partie des ressources d'avenir, hein, clairement. Hein, donc ça, c'est indispensable. Linky en fait partie, mais il y a des challenges d'équiper tout un tas d'éléments de politique publique, de capteurs intelligents et de choses intelligentes. Il y a ça sur l'eau potable, beaucoup déjà. Il y aura ça sur les ordures ménagères, je l'espère bientôt beaucoup. Pilotage de l'énergie de nos bâtiments, de plus en plus et beaucoup, etc. Donc c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Monsieur Daguet a toujours le point levé, effectivement aussi. Est-ce que d'autres personnes avaient des questions? La question que je voulais poser à Isabelle, c'est est-ce que tout le monde a reçu la chasuble et le kit là? Parce que des fois, on a vu là. Oui, alors normalement, tout le monde a reçu. Et puis, alors, je vois Jean-Marc Coignard qui me dit qu'il n'a pas eu sa chasuble. Jean-Marc, j'irai te porter ta chasuble. Il y avait un problème de taille, Jean-Marc. On a eu le même problème tous les deux, on n'avait plus la bonne taille. Mais voilà, n'hésitez surtout pas. L'idée, c'est qu'au travers de ce clin d'œil, j'ai envie de dire, l'idée, c'est que vous soyez identifiés sur des situations à risque. Vous êtes correspondant au risque naturel, donc les pompiers, les services de secours connaissent ce type d'opération, enfin comment nous, Enedis, on se prépare aussi à la crise et comment on informe. Donc c'est toujours bien, en gestion de crise, d'être rapidement identifié qui on est, quoi. Voilà. Donc n'hésitez pas, s'il vous manque un guide ou une chasuble, à vous manifester auprès de moi ou de Didier Champin. On se fera un plaisir lors de nos visites de vous les apporter en main propre. Madame Isabelle Aymon de Laval. Oui, merci. La question porte justement sur l'identification. Sur une ville comme Laval, est-ce que c'est moi, par exemple, puisque je suis ici à cette information, est-ce que c'est l'élu d'astreinte,
puisque nous sommes les adjoints, en tout cas, d'astreinte à tour de rôle une semaine chacun. Exactement. Le numéro d'astreinte pour la ville de Laval est bien identifié au niveau de nos services. Et on a également, en termes d'élus, enfin pas d'élus, pardon, de fonctionnels identifiés, Johan Château, qui avait participé l'année dernière d'ailleurs à cette réunion et qui connaît bien le dispositif de gestion de crise également. D'accord, merci. L'idée dans ces cas-là, c'est que le protocole municipal prévoit bien où est la boîte, où est l'info, où est les choses pour les élus d'astreinte, mais ça, c'est interne aux organisations communes. Mais effectivement, parce que quand c'est dans une commune où c'est une personne qui est d'astreinte, entre guillemets, tout le temps, et ben, en fait, il l'a chez lui. Oui. C'est ça la réalité. Oui. Quand c'est des communes plus importantes comme Laval, où il y en a d'autres sur le territoire, forcément, il faut qu'il y ait la bonne boîte, la bonne information, qui soit. Mais chaque commune a ses. Je vois qu'Isabelle opine du bonnet, donc c'est bon signe, on a les mêmes méthodes. Voilà, chacun sait où est la boîte et où il y a toutes les informations dedans. Mais d'où l'intérêt aussi de nous faire remonter s'il y a des changements. Ou voilà, il faut aussi n'hésiter surtout pas. Enfin, s'il y a un changement de numéro ou autre, pour que nous, on ait toujours aussi cette base de données à jour. C'est triste, mais nous, on a ce protocole-là plus souvent pour les hospitalisations d'office ou des choses comme ça. Mais c'est effectivement, les astreintes d'élus sont des fois originales. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions? S'il n'y en a pas, moi j'aurais un petit point à vous dire, c'est pour la crise ukrainienne, il y a eu beaucoup de, j'en profite parce que l'État est là aussi. On a eu un petit mot avec David Lisnard au national là, récemment. On pense quand même que la situation, elle est potentiellement explosive dans les semaines qui viennent. Je le dis comme ça à tous les élus qui sont là. On est en contexte et c'est autre chose, mais elle est probablement extrêmement explosive. On a des jumelages avec des communes polonaises pour ce qui est du Cadévron et puis sur la Roumanie pour d'autres. Et on nous rapporte des situations de communes pour le coup jumelées qui n'arrivent plus à faire face. Et ils ont fait face depuis déjà des années en fait à des exodes massifs d'Ukrainiens. Et là, ils font face à un exode qui est 100 fois ce que la crise de Yougoslavie a été en quelques années. On est en quelques jours à quelque chose qui explose tous les chiffres imaginables. Voilà. Je le dis comme ça parce qu'il y a beaucoup d'initiatives locales qui se font jour avec une grande difficulté, alors des fois beaucoup d'enthousiasme, mais avec une vraie difficulté pratique de mise en place. Donc, faut se méfier, il faut être très vigilant à ce qu'on propose, ce qu'on répète au service de l'État. Il faut vraiment que les communes fassent un filtre qui n'est pas un filtre de moralité, mais qui est un filtre de faisabilité d'accueil. Voilà. Mais en même temps, je nous invite collectivement à continuer à mobiliser les bonnes énergies et à faire l'effort d'eux. Nous, on a eu le premier accueil à Évron, mais il y a eu des accueils un peu partout. Les premiers accueils, ils ont été familiaux et par connaissance proche. Et donc, ça va continuer à venir. Il y a d'autres accueils. Et le cas d'Évron, ce n'était pas un accueil de ce type-là, un accueil plus difficile, parce que des gens qui n'avaient aucune envie d'aller à Évron spécifiquement, qui ne connaissaient pas l'ouest de la France et qui n'ont qu'un seul... je ne sais même pas s'ils ont un objectif aujourd'hui. Vous avez des gens qui sortent des bombes depuis 10 jours. Donc, en fait, la dame, 15 jours après, chez nous, on parle avec elle, au bout de 5 minutes, elle a ses 4 enfants autour, et puis elle parle des bombes. Et puis elle dit, ils sont fous, et puis elle parle d'autre chose, et elle se projette dans rien. Elle pense à son mari qui est ailleurs, elle pense à... Voilà. Donc, on n'est pas dans la projection, donc les gens ne sont pas capables de sortir non plus de là où ils sont. Donc, des fois, ils sont sur un quai de gare à Paris, ils sont dans l'est de la France, ils sont en Allemagne, ils sont en Pologne. Enfin, la situation est extrêmement complexe, mais je vous dis, il y a eu des grands exodes. Le dernier exode comparable, c'est la Seconde Guerre mondiale au niveau européen. Il n'y a pas d'autre exemple qui sera comparable. Je le dis comme ça parce qu'il faut le mesurer au fur et à mesure. Ça vient. Donc voilà. Donc je sais que chacun d'entre nous, on fera au mieux dans nos communes avec les services, etc. Mais ça risque de nous bousculer un peu, ou alors ça ne nous bousculera pas, mais on laissera la misère à nos amis polonais ou allemands, mais je pense pas que ce sera le cas, on le laissera pas.
d'autant qu'on est un territoire accueillant et puis qui a des valeurs humaines fortes, quoi. Mais voilà, donc je voulais vous le redire, faites attention aux initiatives aussi, on va dire, décalées. Nous, je sais qu'avec l'AMF, on discute beaucoup avec l'État sur la capacité qu'on a à repérer, à intégrer, à faire venir des gens. On pense qu'il faut aller le plus proche possible de la frontière pour les aides de l'État, hein, pas pour nous. Hein. Envoyez pas des bus. Hein. Non, voilà, d'accord, attention, mais que les aides de l'État font devoir demain le faire, les Anglais le font déjà. Les Anglais, pour couper court aux filières, parce que la misère et la difficulté humaine, ça relève le meilleur de nos comportements et les pires. Et il y a déjà des gens qui font de la traite humaine, des gens qui sont en Pologne. Hein, parce que vous avez des femmes et des enfants seuls, et donc il y a des gens qui sont déjà en train d'essayer d'attraper des femmes et des enfants seuls, pour des raisons. Enfin, on est dans cette folie-là, et en même temps, il y a des gens extrêmement généreux, volontaires, etc., qui ne donnent pas forcément les bonnes choses, qui se perdent sur la route en allant en Pologne, qui voudraient ramener des gens dans des camions, mais personne n'a envie de leur mettre des gens dedans, etc. Enfin, c'est très compliqué. Donc, il y a des choses qui vont se canaliser, qui vont s'organiser au fur et à mesure. Hein. On espère que ça va bien se faire. Pour vous dire l'exemple des Anglais, ils ont installé des mini-consulats, entre guillemets, en Pologne, et ils ont des détachements de leur ambassade, et ils sont sur les points chauds là-bas, et ils accueillent administrativement les gens. Ils prennent les papiers, les machins, etc. Ils référencent à la sortie de la frontière, et hop, ils les mettent dans des bus, et on va essayer de rentrer en Angleterre s'il faut, etc. Et peut-être que demain, la France le fera, on ne sait pas, on n'y est pas, ni M. Lermonier, ni moi n'en serions responsables au cas échéant, mais et auquel cas, quand ce sera dans ce cadre-là, eh ben, les gens, ils auront l'information sur place depuis la Pologne, la Roumanie, essentiellement, et ils viendront dans l'ouest de la France, dans le sud-ouest de la France, ils viendront en France, parce qu'il faudra aussi venir en France. Sinon, il y aura. L'ordre d'idée, on parle déjà de 7 millions de personnes. Et pour ce qu'on sait, nous, des communes qu'on a jumelées à l'ouest de l'Ukraine, c'est que, voilà, si ça continue comme ça, oui, c'est 10 millions de personnes qui seront à accueillir dans les territoires européens demain. Mais 10 millions de personnes, c'est. Voilà, hein, je ne sais pas combien fait le Benelux, mais. On est sur voilà, c'est un pays, c'est un pays qui s'en va. Donc et puis un pays particulier parce que ça risque d'être un pays sans hommes. Donc ou avec très peu. Donc et puis avec des conditions de traumatisme et ça. Voilà, je voulais vous voilà, vous y sensibiliser parce que on sent que ça vient pour être un peu dedans. Forcément, il y a des décalages des fois, et je sais que vous êtes très sollicités les uns les autres par vos habitants. Donc voilà. Et puis je redis le mot qu'on dit depuis déjà quelques jours maintenant, privilégions les dons en numéraire sur des associations, sur des grands comptes associatifs, et ou voir si vous avez des organisations chez vous, il y a les CCAS qui peuvent prendre des dons si vous avez des dépenses localement pour faire. Nous, on va essayer d'organiser à Évron. Orienter les gens vraiment sur des choses extrêmement utiles. La protection civile est débordée, ça y est, voilà, la collecte va s'arrêter a priori. Je vous préviens un peu par avance, mais c'est plus portable logistiquement. Le flux en Roumanie ou en Pologne, il a du mal à s'écouler, il a du mal à vivre. Et donc, voilà, on va se faire un honneur de ne rien gâcher, de ne rien perdre. Et puis, il y a beaucoup de choses à utiliser. Moi, je vais vous dire, pour ce qui est de notre commune jumelée en Pologne, elle ne demande plus que des vêtements militaires et du matériel médical pour les blessés. Donc, nous, on est Patogas et Roger, et le reste, on ne renvoie plus parce que voilà, quoi. Donc, ça devient très spécifique comme demande. Et donc, le don permet aux grosses associations et aux gros comptes d'acheter les bonnes matières le plus près possible de la frontière avec les bons réseaux pour éviter aussi que ce soit détourné, volé, repris, etc. par des organisations qui pourraient, voire même gâcher chez nous si on n'arrive pas à les écouler. On sait déjà qu'on a du tri à faire sur ce qui nous a été donné. Hein. Et ça, on n'arrête pas la générosité, le côté est un peu décalé, quoi. Voilà le mot que je voulais vous donner, parce que si vous avez des questions là-dessus, vous avez le droit aussi. Et sinon, je nous renvoie tous à nos pédates, à nos maisons. Eh bien, jeunes gens, je remercie M. Lermonier pour sa présence et sa présentation. On reprend les mots de Christophe Deloge aussi, merci. Et puis, merci M. Daguet, Lédis, merci M. David Beneux pour Territoire d'énergie Mayenne. Et je vous dis à bientôt. Bonne soirée à vous. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir. Allez, au revoir. Merci, au revoir.